Welcome back. Welcome to this Bienvenue, bon retour, bon retour à l'occasion de cette conversation sur les politiques par la lentille des expériences vécues. Aujourd'hui, euh, cette table ronde va être animée par notre présidente du conseil. Vous pouvez trouver le travail de l'artiste de Marie Leblanc à marieleblanc.net et la Tania nous amène le monde le monde de la première initiative. Alors, c'est à vous, Michelle Hewitt. Alors, j'ai une question avant de commencer. Est-ce que mon arrière-plan est du bon côté? Non, il ne l'est pas. Alors, je vais choisir l'autre version parce que ça se produit tellement souvent. J'aimerais aussi mentionner que nous avons déactivé la boîte de discussion parce que ça peut être très distrayant pour les personnes qui ont des lecteurs d'écran. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez envoyer des questions directement à Michel en mettant votre curseur sur son image en cliquant sur les trois petits points. Et laissez-moi dire que je ne pourrais pas nécessairement être en mesure de lire les questions parce que je compose avec plusieurs choses. Alors, bienvenue à notre Rassemblement national. Nous sommes tellement enthousiasmés de voir autant de personnes se joindre à nous et nous voulons que ce soit disponible pour tous et toutes à l'avenir. Et donc, je remercie tous les membres des tables rondes, Stephen, Marie et Latanya. Marie et Steve sont d'anciens amis et Latanya, vous êtes une bonne amie. Bienvenue à la famille de Handicap sans pauvreté. Et je suis tellement reconnaissante de se rassembler aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant en situation de handicap. J'espère que vous allez tous prendre le temps de réfléchir à ce que ça signifie et ce que ça prend pour nous d'être ici et de participer à ce genre de colloque. J'aimerais aussi vous laisser savoir que aujourd'hui, Handicap sans pauvreté, en lien avec Campaign 2000, nous avons lancé notre troisième rapport en matière de handicap lié à la pauvreté. Et donc, ici, tous les membres du personnel sont incroyables et je les félicite d'avoir pu publier ce rapport ainsi que ce colloque la même journée. Je suis certaine qu'on n'avait pas réfléchi trop à ça. Alors maintenant, nous allons procéder à cette table ronde. Je suis tellement heureuse d'avoir cette discussion aujourd'hui. Nous allons parler du logement, des handicaps et la pauvreté. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez au sujet de ce que vous aimeriez que nous sachions. Je sais que ce monsieur est très à l'aise. J'aimerais aussi dire aux panélistes de se détendre. Un bon ami à nous qui interviewe Amanda et moi-même à la radio nous dit souvent, imaginez-vous que c'est une conversation autour de la table de cuisine. Si vous avez besoin d'aller vous chercher un breuvage, si vous devez vous occuper de votre chien, ben ça va. Nous sommes tous des amis ici pour avoir cette discussion. Détendez-vous, il n'y a pas de jugement. Si nous devons arrêter et répéter ce qui vient d'être dit parce que on a du brouillard dans le cerveau et parfois je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. Alors, pas de problème.
Donc, Steve, c'est à vous. 5 minutes. Qu'aimeriez-vous nous dire? Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous parler au sujet de ce que j'ai vécu. Alors, c'était une matinée au mois de juin 2016. Je me suis réveillée et j'aimerais vous laisser savoir ce qui m'est arrivé. Je me suis réveillée, je suis allée travailler ce matin-là. Et quand je suis arrivée au travail, une personne m'a approché immédiatement et m'a dit, « Steve, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas bonne mine aujourd'hui. » Et je lui ai dit, « Ben, fais-toi-en pas, tout va bien. » Quelques secondes plus tard, une autre personne m'a abordé et m'a dit la même chose, ainsi qu'une autre personne qui m'a dit, « Est-ce que ça va? Tu n'as vraiment pas bonne mine aujourd'hui. » Alors, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ce matin-là. Je pouvais déterminer par la réaction des gens et ce qu'ils me disaient qu'il y avait quelque chose. J'ai commencé à avoir une conversation avec un de mes coéquipiers au sujet de la journée à venir et j'ai commencé à perdre conscience. Et j'ai commencé à m'évanouir. Je suis tombée, je me suis frappé la tête au plancher, il y avait du sang partout. Mon gestionnaire a appelé le 911 et à l'hôpital St. Paul's, je travaillais à l'hôtel Wedgwood. L'ambulance est arrivée. M'ont monté à bord de l'ambulance. Il y avait un technicien qui m'a mis de l'oxygène, un masque à oxygène sur le visage et c'est la dernière chose que j'ai vue. Ça s'est passé il y a 9 ans et demi. Ils m'ont amené à l'hôpital et j'ai saigné pendant 4 heures et demie. Ils ont enfin trouvé le diagnostic que j'avais vécu un anévrisme de l'aorte abdominale, 99% des chances de mourir. Et donc, j'avais seulement 1% des chances de survie. Je l'ai fait. J'ai vécu. Je me suis réveillée 28 jours plus tard et la première chose que j'ai dite quand je me suis ouvert les yeux, qui a fermé les lumières? Je pouvais entendre toutes les voix dans ma chambre d'hôpital et j'ai demandé qui a éteint les lumières. Personne n'a éteint les lumières, on m'a dit. J'ai réalisé rapidement que j'étais complètement aveugle. Alors, j'ai touché à ma jambe droite. Ça me semblait bizarre. On m'a posé une question et on m'a dit que les médecins étaient sur le point de l'amputer si je ne me réveillais pas. Ils étaient pour amputer ma jambe dans les 48 prochaines heures. Là, j'ai touché mon ventre et j'ai ressenti un sac et je me suis dit, quel est ce sac? Et ils m'ont dit que c'était une ostémie. Je n'étais plus en mesure d'utiliser les toilettes pour le restant de ma vie parce qu'ils m'ont enlevé un organe. Alors maintenant, je vis dans une installation d'aide. Alors, j'avais 40 ans de plus jeune que les personnes qui vivaient dans ces établissements d'aide à la vie autonome. Je ne m'entendais pas très bien avec ces personnes. Ils n'étaient pas habitués de gérer une personne qui avait seulement une jambe. Je souffrais de douleurs chroniques. Il n'y avait en fait, il y avait seulement une autre personne qui avait perdu la vision, mais aucune autre personne qui était totalement aveugle comme moi. Et le stomac que j'ai vécu explosait de temps en temps et personne n'avait de l'expérience par rapport au stomie. Je vivais dans un environnement très mauvais. J'ai vécu une autre catastrophe lorsque les infirmières ont décidé de ne pas me donner de l'oxycodone, un médicament auquel j'étais habituée. Et n'oubliez pas que ce médicament m'avait été prescrit par les médecins. Je prenais cette prescription parce que ça aidait ma douleur. Mais quand ils ne me l'ont pas donné, administré pendant 72 heures, j'ai vécu une situation difficile. Ils m'ont amené à l'hôpital. Ils m'ont opéré.
Et les gens sont venus me voir après quelques mois et ils m'ont dit, Stephen, cette installation d'aide à l'autonomie, on dit qu'ils ne voulaient pas vous revoir à cause de la relation que vous avez avec les infirmières. Les infirmières n'aiment pas prendre soin de vous. Et j'ai dit, ben, qu'est-ce que je suis supposée faire? Ben, on va demander aux travailleurs sociaux de vous trouver un endroit où aller vivre. J'ai attendu pendant un mois et les travailleurs sociaux nous ont dit, je ne trouve aucun espace pour vous. Et donc, l'hôpital, le lendemain, m'a dit, Stephen, vous avez deux choix. Soit que vous alliez à un gîte à 30 Gordon, à Coquitlam, ou votre autre option, c'est d'aller vivre dans la rue. Alors, Stephen, c'est terrible, mais le moment parfait pour vous demander de vous arrêter ici et nous allons pouvoir discuter de différents aspects de cette conversation par rapport au logement au fur et à mesure que nous avançons. Et je sais, Latonia, qu'il y a des endroits où vous allez vraiment être en mesure d'en parler. Merci. Alors, je suis en train de lire parce que je ne m'en souviens pas. Alors, je suis artiste multidisciplinaire qui vit en Alberta maintenant. Alors, mon travail de photographie et de performance explore l'isolement et l'itinérance. Je vis avec des sensibilités environnementale, l'hypersensitivité électromagnétique et des réactions à la moisissure. Ça cause des réactions par rapport au parfum, la fumée, des produits de construction et la liste continue, des appareils électroniques, le Wi-Fi et autres choses. Même l'exposition aux animaux peut faire en sorte que ce soit difficile et c'est à cause de l'isolement. À cause de ces sensibilités, le logement traditionnel n'est pas sûr pour moi. Et donc, je vis dans une vanne et je ne peux pas contrôler les éléments environnementaux qui ont un impact sur moi. Alors, mon camion n'est pas adapté pour vivre à temps plein. Alors, c'est plaisant de faire du camping lorsque c'est un hobby, mais à tous les hivers, je dois voyager vers le sud. L'évitement est devenu mon mode de vie. Alors, les besoins fondamentaux sont nécessaires pour que je puisse rester en vie. Au début, j'ai eu de la difficulté à trouver du soutien en matière de santé et de logement. J'ai dû voyager partout au Canada pour obtenir un diagnostic parce que les besoins des personnes en situation de handicap sont différents dans toutes les provinces. Alors, ceci a révélé à quel point notre système de santé, de logement et pour les personnes handicapées sont mal adaptés. Non seulement est-ce que ça vous épuise, mais nous sommes toujours en train de tomber entre deux chaises. À un moment donné, j'ai demandé à quelqu'un qui crée les règles. Ben, ce n'était pas la personne qui me soutenait. Et donc, par mon militantisme, j'essaie de faire en sorte que les personnes invisibles soient visibles. Qui a besoin de l'air propre? Alors, je me propose à Nuit Blanche, Winnipeg ou des matchs de baseball et à différents endroits. Habitat for the Arts à Jasper, la salle de concert et à plusieurs endroits. Et je me souviens, une femme m'a approchée et elle pleurait parce qu'elle se sentait enfin vue. Un autre homme s'est effondré alors qu'il a réalisé que la condition d'un ami qu'il a ignoré il y a quelques années était réelle. Il ne savait pas si son ami était toujours en vie. Il voulait retrouver son ami et s'excuser parce qu'il se sentait mal. Ensuite, il y a un film
film de 8 minutes qui s'appelle Sensibilité environnementale, sensibilisation. Ça a été montré à UCLA, le Musée canadien pour les droits de la personne, et à d'autres endroits. Il y a un autre projet intitulé Overdressed qui reflète la hiérarchie des besoins de Maslow, et on a vraiment besoin d'un gîte, de l'air, de l'eau propre avant de pouvoir aller de franchir cette pyramide de Maslow. Et l'année dernière, nous avons participé à une campagne qui a créé la sensibilisation pour 1 million de Canadiens et de Canadiennes qui vivent cette condition. Au-delà de ça, je travaille, je parle au conseil, je contribue à des revues d'accessibilité et le lancement national de pétitions pour les personnes sensibles à l'environnement. Chaque étape nous amène plus près de la compréhension. Récemment, je me suis brisé le poignet et ça a rendu les tâches quotidiennes vraiment difficiles. Je devais trouver un médecin pour comprendre ma situation en tant que personne qui n'a pas d'adresse fixe. Alors, notre système n'accommode pas les gens comme moi. Alors, quoique mon foyer soit non conventionnel, c'est là que je vis. Je me fie aux communautés que j'ai trouvées en cours de route. Alors, on veut de l'air propre, de la sécurité, la dignité et la communauté. Merci de m'avoir écouté et merci de soutenir Housing des solutions de logement pour nous tous et toutes. Bon, chaque fois que nous parlons, je pense de plus en plus à votre condition et les choses que les gens ne reconnaissent pas et les difficultés vécues par les gens. Je me souviens que tu m'as raconté une histoire en disant que tu croyais pouvoir travailler à l'extérieur et tu as décroché un emploi sur une zipline, mais la personne qui travaillait avec toi portait beaucoup trop de parfums. Et donc, vous pensiez avoir l'emploi parfait, mais vous l'avez perdu immédiatement à cause de cela. Et donc, je crois que vous allez contribuer à une perspective très unique. Latanya, 5 minutes. Merci beaucoup d'être ici parmi nous. Merci. Ben, je ne prendrai pas 5 minutes. Je vais faire une introduction très brève. Alors, je m'appelle Tonya et je suis la gestionnaire d'un organisme de droit de la personne internationale qui travaille à l'intersection du logement, le climat. Et donc, ce travail est fondé dans la croyance que tout le monde a droit d'avoir un logement sûr et adéquat. Et nous travaillons pour rendre ceci une réalité, pour protéger les gens et protéger leurs droits au logement adéquat. Et donc, je travaille avec les villes pour renforcer leurs politiques et leurs pratiques afin que les principes de droit de la personne, unité, participation et les enjeux soient abordés. En partie, le travail que je fais se concentre sur les personnes qui vivent dans des camps pour s'assurer que leurs voix sont entendues et font partie des discussions en matière de politique. Je travaille aussi dans les domaines de recherche. Je rédige des articles qui examinent les pièges de Housing First au Canada et explorer pourquoi, malgré sa réussite ailleurs, pas nécessairement un impact sur des démarches acceptées pour l'itinérance. C'est le résultat direct du fait que la Fondation des droits de la personne a été éliminée et ne permet pas aux gens de gérer l'itinérance. Et donc, avec Housing First, nous avons un outil transformateur qui pourrait fondamentalement changer le système de logement et d'itinérance et apporter les changements nécessaires pour assurer l'accès au logement abordable. Dans une vidéo que j'ai produite, j'utilise l'analogie des voitures. Alors, une voiture ne peut seulement donner un plein rendement quand il a le bon carburant. Vous pouvez mettre différents carburants. La voiture va fonctionner, mais n'atteindra pas son plein potentiel. C'est ce que nous voyons avec Housing Canada.
en enlevant les principes de droit de la personne, comme le droit à l'autodétermination et le droit au logement, nous enlevons le carburant avec lequel ça fonctionnait. Et j'ai bien hâte à la discussion ce matin pour explorer les domaines de recherche parce que je crois que ça démontre les conséquences de perdre de vue les aspects de droit de la personne. Moi, je suis de deuxième génération. J'ai un diplôme dans le domaine du logement, de la construction, et je suis très heureuse d'être ici et je suis honorée de partager des recherches et d'entendre les autres membres de la table ronde dans le cadre de cette discussion. Alors, Lotania, une des choses que tu as mentionnées, si vous n'avez pas visionné sa présentation, vous pouvez la trouver sur le site Internet de Handicap sans pauvreté et je recommande fortement que vous le fassiez parce que ça vous explique la raison pour laquelle Housing First est ce qui se passe quand on traite les gens avec un point de vue de droit de la personne. Et donc, Lotania, un des exemples que vous avez mentionné, c'est qu'il y a une personne vivant en situation de handicap et lorsqu'elle a été évaluée pour avoir droit au logement, on a trouvé qu'elle avait des besoins élevés, mais il n'y avait aucun logement disponible pour cette personne. Alors, voulez-vous expliquer cet exemple pour tous et toutes? Oui, comme je l'ai mentionné, je travaille avec les villes, les municipalités, et donc une des entités où je suis allée visiter pour évaluer la situation de l'itinérance sur le terrain. Et donc, il y a certains individus ou un responsable municipal qui m'a dit qu'une personne était dans un fauteuil roulant, elle avait aussi le diabète et avait d'autres problèmes de santé. Et ils ont travaillé avec cet individu pendant un bout de temps pour essayer de trouver un endroit où vivre et obtenir les services dont ils avaient besoin pour les soutenir. Ils ont examiné toutes les options et ne pouvaient pas trouver de logement. Bon, et les laisser vivre dans un camp, c'était pas adéquat parce que les gens du système de santé ne pouvaient pas leur offrir ce genre de service. Et donc, ils ont décidé que ce serait mieux pour eux de rester dans ce camp où tous ces besoins seraient on pourrait y répondre. Et donc, on disait que essentiellement, être sans abri était une meilleure façon de vivre dans un camp. Alors ici, il y a d'autres personnes qui sont ici pour nous dire que c'est vraiment réel. Et même si la personne a été évaluée en termes de ses besoins, cette personne est restée sans service parce qu'elle vivait dans un campement. Alors, Steve, comment vous sentez-vous quand vous entendez cette histoire? Et où Marie, qui aimerait en parler? Ben, Marie, allez-y. Les femmes en premier. Alors, moi, j'ai un peu de brouillard dans le cerveau, donc je vais vous laisser commencer. Ben, vous savez, moi, j'ai commencé un balado-diffusion il y a quelques années parce que quand j'étais dans un établissement de vie autonome, j'avais déjà expliqué que ma relation avec les infirmières n'était pas bonne, mais ce n'était pas à cause de moi, c'est parce que je n'avais pas de voix. Et donc, j'ai commencé ce balado parce que les personnes en situation de handicap ont une voix et je veux que leur voix se fasse entendre. Je veux qu'ils soient en mesure de défendre leurs droits parce que nous ne sommes pas des citoyens de deuxième classe. Plusieurs d'entre nous sommes des personnes très brillantes et c'est juste que on vit des difficultés. Donc, je crois que Marie et Steve le savent, mais mes projets de recherche sont à propos des gens, des jeunes personnes qui, certaines de ces personnes vivent dans des campements. Maintenant, j'ai une amie dans la trentaine qui vit dans un établissement de longue durée et doit rentrer à 21h30. Alors, on dit que souvent, les personnes, souvent en situation de handicap, vivent dans des installations où ce sont pour les personnes âgées. Donc, on se fait mettre dans des conditions qui ne sont pas
pas adéquate pour nous. Alors, Marie, peut-être que vous pourriez me dire ce que vous faites sur une base quotidienne ou une base hebdomadaire pour trouver un endroit sécuritaire. Comment je trouve, me trouve un endroit pour vivre? Je me dis, qu'est-ce que je cherche lorsque j'arrive là? Qu'est-ce que je recherche? Donc, peu importe où je vais, absolument, ça va être aux États-Unis ce temps-ci de l'année. Comme tous les autres qui voyagent, je regarde sur une carte, j'essaie de trouver, de me figurer où je vais aller. Ensuite, ce que je finis par faire, c'est que j'appelle à des endroits et je leur demande à propos des tours cellulaires, des tuyaux de sécheuses qui sortent. Donc, je continue d'essayer de figurer quoi faire. Donc, maintenant que je suis allée aux États-Unis, c'était plus facile. Je trouve les gens avec une sensibilité chimique aussi comme moi qui vont me laisser rester en dehors de leur maison. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de me trouver des endroits pour stationner ma vanette au Canada, aux États-Unis qu'au Canada. Donc, parfois, c'est plus accepté, mais je trouve qu'il y a tellement de gens comme moi, il y en a tellement comme moi, dans des véhicules là-bas, avec beaucoup moins de choses que moi. Ils ont tout perdu, leur travail, leur famille, tout. Et ça fait mal juste de voir ça. On essaie de s'aider entre gens qui, dans la même condition. Certains endroits où je stationne, en dehors des maisons de quelqu'un, où ce que je peux faire, si quelqu'un qui a une sensibilité chimique, je peux aller, sinon pas ces éléments-là, mais je peux les aider, mais je peux pas tout faire non plus, les aider dans leur maison. Donc, certains endroits où c'est gratuit pour stationner là-bas, mais c'est pas toujours sécur. On ne sait pas toujours qui va venir regarder, fureter dans les endroits plus déserts. Donc, qu'est-ce que je choisis? L'environnement, la sécurité environnementale ou la sécurité physique? Parfois, je me stationne dans des stationnements d'église, des stations de police, parce que parfois, je suis vraiment fatiguée et si j'aboutis dans ce que s'appelle les villes touristiques un peu, il n'y a pas d'endroit où stationner, je me dis, OK, je pourrais demander à la station de police. Donc, je leur dis, je suis très fatiguée, est-ce que je peux stationner pour la nuit? Je suis en sécurité physiquement. Et des terrains de camping, si je me qualifie, si ma vanette se qualifie, je n'ai pas tout tellement vieille, je n'ai pas toutes les choses, les installations. Je dois me qualifier pour un espace de camping. Donc, bien souvent, je suis mieux sur les propriétés personnelles de quelqu'un. Est-ce que j'arrive là? Les choses que je cherche, bon, c'est une longue liste. Les tours cellulaires, des lignes électriques, les feux, les pesticides, feux de camp et tout ça, la liste continue. Et parfois, je dois juste quitter après toute cette recherche-là parce que je suis trop malade. Et parfois, je dois rester parce que, bien que je sois trop malade, parce que je suis trop malade. Donc, c'est de bouger à chaque jour. Imaginez-vous avoir à reprendre et à déménager deux, trois fois par jour. C'est vraiment difficile. C'est pas de façon pleinement parfaite de dire si je vais bien quand j'arrive en quelque part, mais la bonne chose de vivre dans une vanette, c'est que je peux prendre mes trucs et quitter n'importe quand. J'ai pas besoin de briser un bail. Donc, cette approche, ça aide. Ça m'a aidé pour trouver un endroit sécur, si on veut. Merci. Je sais que c'est beaucoup de choses à partager avec vous. C'est beaucoup pour les gens aussi à absorber tout ça. La façon dont le logement fonctionne pour vous, c'est que vous devez amener votre maison avec vous pour trouver un endroit sécur pour vivre. Latanya, une des choses dont tu as parlé, c'est que quelle municipalité, c'est ce qu'elle peut faire pour voir des endroits qu'ils ont déjà, qu'ils n'ont pas encore évalués, comme un audit du logement. Quel genre d'endroit est-ce que les municipalités peuvent regarder, peuvent aller? En fait, on est en train de piloter un projet qui s'appelle Hidden Housing, donc logement caché. Comme on voit dans les municipalités, on parle du manque de logement. Souvent, ils nous disent combien d'unités dont ils ont besoin pour rencontrer la demande, répondre à la demande et toutes les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas faire. Donc, typiquement, on leur demande, OK, est-ce que vous avez fait un audit de votre parc immobilier? Toutes les unités vacantes, on a besoin des unités de logements sociaux, ça pourrait être des unités privées ou sont vacantes. Ça pourrait être des édifices qui peuvent être transformés dans une maison. Donc, tournons toutes les pierres avant qu'on dise qu'on ne peut pas. Donc, il y a plusieurs aspects qu'on peut regarder. Ce qu'on dit pour ce qui est de
des logements sous-utilisés, beaucoup d'unités qui sont juste là, vides, inhabitées, que ce soit des condos, que ce soit des unités résidentielles. Donc, ce sont des choses que les villes, ils gardent pas une trace de tout ceci. Ils n'ont pas un registre. Ça montre aussi beaucoup sont sous-utilisés. Ça peut être quelqu'un qui vit dans une unité de logement social qui est trop grande pour eux. Ils ont déjà eu la famille, maintenant c'est juste une personne, mais ils ont 4 chambres. Et il y a aussi les gens qui sont sur la liste d'attente aussi. Donc, on doit vraiment regarder ce qui existe déjà, sous-utilisé ou vacant, donc qu'on peut activer rapidement. Ça a juste besoin d'un petit peu de rénovation, peut-être qu'un contrôle des rongeurs et tout ça, juste pour être certain que ce soit salubre. Donc, c'est le genre d'idée qu'on regarde avec les municipalités. Donc, Steven, je vais demander à quelqu'un de t'aider à retirer la sourdine de ton micro. Ah, bien. Bon. Est-ce que Chris est là? Oui. Bonjour, Chris. Je vais te demander, Steven, de toute évidence, on peut voir que tu ne vis pas dans la rue. Et je sais qu'il y a 2 programmes. Je suis certaine que le Tanya va aimer entendre parler d'entre eux. 2 programmes pour retirer les gens de la rue. Oui, le premier, c'est le The Light Fat. Ils sont une organisation à but non lucratif avec, j'ai oublié le nom, Paul Gauthier. Il est le fondateur non seulement de l'organisme qui trouve un bon logement pour une personne comme moi ou vous qui écoutez, qui avez besoin d'une maison dans laquelle vivre, qui avez un handicap, mais aussi, j'oublie l'acronyme Choices and Support. Choix dans le soutien et la vie indépendante. Merci, Michel. Et ces 2 organisations m'ont remis sur les rails. J'ai des soins à la maison 5 jours par semaine, 5 heures par jour. Je ne pourrais pas vivre sans ça. Ça fait en sorte que ma vie vaut maintenant la peine d'être vécue à nouveau. C'est comme ça que je le dirais. Avec tous les handicaps que j'ai besoin d'assistance. C'était presque impossible de passer à travers n'importe quelle journée. Ce n'était pas pour ces 2 organisations-là, je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler. Donc, je vais parler de d'autres personnes, Jane Dyson et Christine Gordon, qui étaient à l'Alliance pour le handicap à BC. J'étais là au conseil d'administration lorsque la directrice est venue me voir en disant, j'ai une belle idée pour un programme. C'est ce qu'ils font, le Tanya. C'est qu'ils se sont assemblés, ils ont déclaré qu'il y avait une crise du logement avec plusieurs organisations. Donc, c'est toute personne qui fait une recherche Google de Right Fit à Vancouver, vous allez trouver l'histoire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré le logement en dehors du marché général. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que, comme vous l'avez dit, Natania, quelqu'un peut être la prochaine personne sur la ligne à obtenir un logement social. Ce qui est disponible, c'est un appartement qui est inaccessible et ça dépend si la personne a un handicap ou non. Ensuite, c'est en dehors du bassin jusqu'à temps qu'ils déménagent, qu'ils sortent de là. Donc, ce que ce merveilleux programme fait, c'est que ça prend 6 unités accessibles, les met dans un seul programme et c'est pour des gens comme Steven. En même temps, on sait que la raison pour laquelle je peux citer l'acronyme, c'est parce que mon mari et moi, nos employeurs CISO, donc c'est un programme gouvernemental ce sont des soins directement financés pour ceux qui savent ce dont on parle avec cette terminologie. Ça veut dire que nous sommes l'employeur, donc on emploie les gens qu'on veut. Steven a dit qu'il a 5 heures par jour, il est capable de choisir les personnes, donc il n'a pas les enjeux dont il a parlé. Je ne peux pas parler pour toi, Steven, mais on en a parlé avant, déjà. Donc, c'est vraiment... le Tanya, je pense que c'est quelque chose qui correspond exactement avec le sorte de choses dont tu parles. Et bien sûr, Steve, regardez, là, il est intelligent, articulé, l'animateur de ce balado incroyable. Il aurait été dans la rue sans ces 2 programmes-là. Ça aurait été absolument criminel. Comme la Tanya l'a dit dans son travail,
C'est les enjeux des droits humains. Oui, si je peux juste mentionner une chose rapide, c'est que ce qu'on trouve, c'est que l'itinérance, c'est pas une attaque à la dignité, mais ça mine les droits humains fondamentaux, incluant le droit de l'autodétermination. Donc, il y a cette croyance que parce que quelqu'un est sans abri ou dans une situation précaire, qu'ils n'ont pas la capacité de parler pour eux-mêmes, qu'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils veulent. De plusieurs façons, les services de base dont les gens dépendent viennent au coût de l'autonomie pour ceux qui sont sans abri. Il y a des règles de réglementation pour ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne devez pas faire pour avoir accès aux services. Ça vous est retiré si vous avez des infractions. Si vous manquez un couvre-feu, la personne pourrait perdre l'accès au refuge. C'est ridicule de penser que quelqu'un n'a pas les capacités de parler pour eux-mêmes à cause d'une situation qui n'a pas été causée par eux, mais dans la plupart des cas a été causée par le système. Lorsqu'on mine l'autonomie, on ne réalise pas que c'est le fondement qui rend le principe des droits humains possible. Exactement, comme vous avez parlé de couvre-feu, on vient de parler des choses qui, bon, mes gens ici dans les soins de longue durée sont à risque. Cet endroit est supposé être votre maison, mais elle peut vous être retirée à propos des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, ou bien vous êtes forcé à vivre une vie où vous n'avez aucune autonomie. Ce n'est pas une vie qui est dans votre contrôle. Donc, j'aime bien voir ces pochettes de programmes qu'on voit. On doit trouver une façon d'en faire des programmes nationaux et même internationaux. Et Maria, je vais maintenant me tourner vers toi parce que je sais que tu peux nous parler d'un programme dans le désert aux États-Unis qui aide les gens avec ton genre de handicap que tu as. Oui, il y a un endroit à Snowflake, en Arizona. Je suis désolée. Je devais me dire à tout le monde, oui, elle a dit Snowflake en Arizona. Flocon de neige, oui. Quel nom? Oui, oui, il neige là-bas parfois. Oui. Donc, c'est Snowflake en Arizona. Le gouvernement a financé 4 maisons détachées pour les gens qui ont des sensibilités chimiques et électriques. Donc, vous avez comme les 4 maisons et ensuite, de l'autre côté, parce qu'ils sont sensibles électriquement aussi, ils ont un édifice d'entretien. Ils ont une laveuse, une sécheuse pour toutes les personnes parce que si une personne n'est pas capable de le faire, l'autre personne peut peut-être le faire. Donc, ils ont des règles quant à ce qu'ils peuvent utiliser, ne peuvent pas utiliser non plus parce que tout le monde est tellement sensible. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et aussi, ils ont l'option d'éteindre comme la boîte électrique parce que s'ils sont sensibles électriquement, ils ne veulent pas avoir d'électricité. Je sais que j'aime pas l'électricité durant la nuit. Je peux pas vraiment endurer ça. Donc, le fait qu'ils ont des édifices aussi où ils protègent les radiations des tours cellulaires. Il y a tellement de choses qu'ils ont fait. Une personne normale n'a pas besoin de penser à ça. Les gens de partout arrivent là à Snowflake parce qu'ils sont tellement désespérés. Et ensuite, ils s'informent que c'est comme ils n'ont pas l'argent, donc ils vont plus au sud. Il y a tellement de choses en Arizona, mais j'ai pensé que c'était vraiment super de voir quelque chose comme ça. Et lorsqu'on parle de logement, si on pouvait construire quelque chose de nouveau, ça pourrait être ou modifier les logements déjà existants, dépendamment aussi de la moisissure, ces choses-là. Ça coûte beaucoup d'argent faire ça. Donc, parfois, on a besoin de l'aide gouvernementale pour faire ces choses-là aussi. Et je n'ai rien trouvé de la sorte ici au Canada. C'était pas mal super aux États-Unis de voir ça. Oui, j'imagine qu'ils ont la capacité, avec la chaleur, la température plus clémente. Bon, je te crois en disant, quand tu dis qu'il neige là-bas, mais de toute évidence au Canada, tu me dis ça devient plus difficile pour nous durant les mois d'hiver d'être incapable de garder les gens chauds finalement. Comment est-ce qu'on peut faire ça d'une façon qui est sécure? Donc, je vais répondre à une question qui me demande si ma thèse est disponible en ligne et si je peux le partager. Oui, je ne peux pas le partager maintenant, mais je m'assurerai que
elle soit ajoutée à notre collectif de recherche. Je veux juste mentionner ceci parce que ça me donne aussi une façon de le faire. Donc, on a une handicap sans pauvreté. On commençait graduellement à faire de la recherche parce que pas beaucoup de la recherche qui était faite prenait en considération les personnes handicapées les plus vulnérables, les gens comme Marie ou Stephen. Et souvent, les gens que le gouvernement inclut dans leurs études, souvent ce qu'on appelle les gens qui sont très capables de vivre de façon indépendante dans la société, mais qui ont un handicap. On a besoin de parler à plus de personnes comme ça, comme Marie et Steve. Et ce sont les voix, ce sont les histoires qu'on a besoin de mettre de l'avant. Donc, on a fait de la recherche qui s'appelle Façonner la PCPH lorsqu'on voulait regarder cette prestation. On a fait un balado aussi, on a réinterviewé Marie et plusieurs autres composantes. Maintenant, parce qu'on amène ça à aujourd'hui, je dois vous dire, la mine d'informations, toute personne qui écoute ou qui écoutera à l'avenir, on a envoyé notre appel en ne sachant pas ce qu'on allait obtenir. On en a eu assez pour avoir une semaine des meilleurs. C'est pourquoi on a demandé à Tania d'enregistrer les conférences pour nous. Et on le met maintenant dans tout cet endroit qu'on appelle le collectif, qui est nommé selon Claire Lee. Donc, c'est le collectif de recherche Claire Lee, en honneur de Claire, qui est décédée en octobre. Elle vivait avec une maladie auto-immune et aussi, elle s'est battue contre le cancer pendant 7 ans et finalement, elle est décédée. Et elle était quelqu'un qui croyait en toutes les choses dont on parle aujourd'hui, la communauté, l'autodétermination, la mobilisation de toutes les personnes dans la communauté. Donc, une des choses qui est tellement... Je ne peux pas, défendre ma thèse et la mettre ici. Je me vous promets qu'on va l'ajouter au collectif. Donc, ma dernière question, on doit finir à -10. Donc, je vais demander à quel point la communauté est importante parce que Steve, tu as contacté tellement de personnes par le biais de ton balado. Dis-moi ce que tu as appris au sein de la communauté que tu as développée dans ton balado. Eh bien, je réitère ce que j'ai dit plus tôt. On a tous une voix et vous savez, la communauté des personnes en situation de handicap comporte des individus exceptionnels. J'ai eu des devises pour mon balado. Les invités s'épanouissent dans une communauté en situation de handicap. C'est pas tout le monde qui s'apitoie sur eux-mêmes à propos de ce qui leur est arrivé. Ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent et de faire plus et de faire en sorte que leur handicap les rende pleinement capables de faire peu importe ce qu'ils veulent. Et l'autre modus operandi, c'est l'autre devise que j'ai plutôt. Si vous pouvez le faire, faites-le. J'ai appris ça lorsque j'ai commencé, je suis devenue avec mon handicap. Il y avait des choses que je voulais faire et je me suis dit non. Parfois, lorsqu'on vit avec un handicap, on fait ça. Tu prends le chemin le plus facile et tu dis, oh non, 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 je peux pas faire ça. Non, tu peux. Et si tu le peux, ben fais-le. Et on se rappelle tous des choses simples comme ceci pour être capable de continuer et d'accomplir notre plein potentiel humain et de vivre la meilleure vie qui individuellement on choisit de vivre. Vous savez, samedi, je suis allée avec mon chien de service Léo. J'avais besoin d'aller chercher des trucs pour mon mari au dollar local. Et je suis dans une chaise roulante électrique et j'ai le chien avec moi. Et le bouton pour la porte, ça ne fonctionnait pas. Il fallait tirer sur la porte. Un jeune homme est arrivé. Il glissait de moi. Peut-être qu'il était dans la vingtaine, la trentaine. Il est arrivé sur son vélo. Il m'a dit, arrêtez, 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 je vais vous aider. Et il était quelqu'un qui, je dirais, peut-être avait des enjeux d'addiction, peut-être qu'il était sans abri lui-même. Donc, je lui ai dit merci, merci beaucoup.
Et je lui ai dit, tu vas barrer ton vélo? Il dit, non, 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 tout le monde me connaît ici dans la communauté. Personne. Il n'était pas comme, il faisait ce poisson dur. Il a dit, non, non, c'est ma communauté, tout le monde me connaît. Je suis entrée dans le magasin et je pense que c'était à peu près une maison locale. Les gens magasinaient tous ensemble. Les personnes sont allées au Dollarama, souvent les allées sont pleines de boîtes et ils sont en train d'empiler des trucs. À chaque fois qu'une personne avec un handicap disait, aidez-moi, juste arrêtez, je veux juste. Il me disait, je vais vous aider. Quand j'étais pour quitter le magasin, il y avait quelqu'un, encore une fois, pour m'ouvrir la porte. Encore une fois, une autre personne avec un handicap. Donc, je me suis sentie tellement reconnaissante envers la communauté des gens vivant avec un handicap parce que aucune personne qui s'apitoyait, pas de oh mon Dieu, pauvre femme. Non, c'est tu m'aides, toi, et je vais t'aider. Et donc, Marie, tu as parlé de ça beaucoup. Donc, parce que je pense que ici, en tant qu'une personne qui est dans les arts, tu fais partie de la communauté des arts, j'espère que la communauté des arts a été gentille envers toi aussi, de faire partie non seulement de la communauté des gens en situation de handicap, mais aussi tes gens, tes personnes à toi. Comment est-ce que ça fonctionne? Donne-nous, il nous reste juste quelques minutes, donne-nous une idée. Le moment les mots de fermeture. C'est pas mal super lorsque je rencontre d'autres personnes qui sont comme moi, où je peux rester à la maison de quelqu'un. Ils sont vraiment... Et on s'aide, on s'entraide. Je vis chez eux, ils me laissent rester, je les aide. Au début, quelqu'un va me donner, faire comment aller m'installer pour le camping à Snowflake. Lorsque je suis allée la première fois, il y a une communauté autour avec plusieurs personnes qui vivent là, à part de ces 4 maisons-là dont j'ai parlé. J'ai rencontré tellement de personnes et c'est tellement bon de savoir que bien que tout le monde, c'est pas ils ont tous la difficulté aussi, mais ils ont leur logement sécuritaire, ce qui est bien. Ils sont tellement prêts à t'aider, à te donner de l'information. Donc, pour moi, je trouve que c'est incroyable. Même les groupes Facebook, au début, j'étais perdue et j'ai commencé à poser des questions. Les gens sont tous là, ils s'entraident, ils essaient juste de passer à travers la journée. Quelqu'un a un enjeu avec à quelque part, quelqu'un va leur donner de l'information. La façon dont c'est incroyable, les gens sont prêts à s'aider. Je l'ai dit lorsque Stephen disait, faites ce que vous pouvez. Pour moi, je fais ce que je peux, mais il y a aussi des gens qui te disent, tu peux le faire, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Tu magasines, alors pourquoi tu ne peux pas faire ça? Bon, je magasine seulement parce que j'ai besoin de le faire. Si tu magasines pour moi, s'il te plaît, fais-le. Oui, je veux juste mentionner que Steve, il a mis sa casquette pour parler de son balado. Je veux savoir où est la mienne, où est ma casquette. Bon, Natania, qu'est-ce que ça signifie pour toi dans ta recherche? On a quelques minutes. Lorsque tu entends des gens vivant avec un handicap qui parlent de la communauté, au sein de la communauté des gens vivant avec un handicap, comment ça a un impact dans la façon dont tu travailles avec les municipalités, peut-être? Peut-être c'est une question difficile. La chose initiale à laquelle j'ai pensé lorsqu'on a pensé à la communauté, on sait qu'il y a des campements de gens sans abri. C'est une communauté. Lorsqu'on est capable d'entrer dans ces communautés et de parler à des individus qui vivent dans l'itinérance, ils ont des règles, ils se créent du soutien, ils ont des règles, ils pensent les uns aux autres. Je pense que les villes, ce qu'elles font, et ils choisissent d'utiliser des mots comme des campements parce que ça enlève l'élément communautaire et ça les justifie de pouvoir sortir les gens de là. En réalité, ils ont créé une communauté dans l'absence d'un gouvernement qui a pu donner du logement et ils s'y entourés d'une communauté. Donc, je pense que ce mot est tellement important. Et lorsque les gouvernements font face à ce mot, si je dis que c'est une communauté dans laquelle on ne peut pas entrer avec une police et enlever les gens, parce que c'est une communauté, je pense que les mots ont tellement de pouvoir. Il y a aussi tellement de pouvoir au sein de ces communautés. Ce qu'elles peuvent faire pour pousser d'avant les politiques, les gouvernements ont très peur de l'aspect communautaire à cause du pouvoir qui est rattaché.
À travers le monde, il y a d'autres exemples de groupes au niveau national qui militent pour les sans-abri. Certaines des plus grandes avancées qu'on voit en termes de logement sont le résultat de personnes qui ont ces expériences qui s'assemblent et qui forcent le gouvernement à les écouter et répondre aux demandes des politiques. La communauté, c'est essentiel. Merci, Tania. Belle parole pour finir. Le pouvoir de la communauté. Et on sait que dans la communauté, des gens vivant avec un handicap, on est extrêmement puissant et je remercie tout le monde ici. Maria et Steve, je vous ai demandé de sortir de votre zone de confort pour faire ça. Aujourd'hui, vous l'avez fait très bien, Tania. J'ai pris des notes sur ton travail parce que quelque chose dont je veux vraiment te parler, que l'on a, alors que je continuerai de travailler dans ma communauté locale. Merci à tout le monde. Je suis désolée s'il y avait des questions que je n'ai pas pu aborder, mais je pourrais parler, mais je ne peux pas cliquer et parler en même temps. Donc, mes meilleurs souhaits à tous et chacun d'entre vous. Bonne journée internationale des gens en situation de handicap. Et je vais remettre le micro à Amanda et le soutien technique. Bon travail. Merci à vous. Au revoir.